Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette. Aujourd'hui, émission assez spéciale. On est très content d'accueillir un invité de marque puisqu'on reçoit aujourd'hui Florian Grimbaud. Salut Florian, comment ça va? Salut, c'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir de faire ce podcast. Alors j'espère qu'on va passer un bon moment. Eh ben écoute, plaisir partagé, on est super content de te recevoir. Alors je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui savent pas trop qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Alors je vais te laisser te présenter un peu à nos auditeurs, savoir ton âge, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, si tu as des études, le sport que tu pratiques, etc. Donc moi c'est Florent Gringbo, je fais du cyclisme sur piste. Donc j'ai 22 ans, je suis originaire de la région de Bourg-en-Bresse. Donc je fais un sport assez confidentiel, c'est vrai. Mais c'est intéressant parce que c'est un beau sport. Je pense que c'est très télévisuel, c'est quelque chose qui va vite, c'est intense. Donc c'est un truc qui peut se démarquer par rapport aux autres sports. Après pour mes passions, je fais pas mal de photos et de vidéos. Je continue aussi mes études, donc je suis en école de commerce au sein de l'EDEC. Donc voilà. Ok, super. On développera un peu tous les sujets un peu plus tard dans le podcast. C'est vrai que j'ai fait quelques recherches sur le vélo. Hein, finalement, c'est que le 11e sport en France en tant que licencié. Alors que j'ai trouvé que c'était quand même un sport assez médiatisé. Par exemple, à la télé, moi, ça m'arrivait souvent de regarder le Giro, le Tour de France. Hein, qui n'a jamais regardé le Tour de France à la télé en juillet l'après-midi? Ou même la Vuelta en Espagne. Hein, c'est des choses qui sont assez communes. Ou même pendant les Jeux Olympiques sur ta discipline, le cyclisme sur piste. Enfin, du coup, comment t'as commencé le vélo? Parce que bah, forcément, c'est pas le sport numéro un. Comment est venue cette idée-là? Est-ce que ça vient de ton cercle familial, peut-être de tes amis d'enfance? Pourquoi en fait finalement? Alors le vélo en lui-même, le cyclisme traditionnel, donc on commence toujours par la route, on va dire. Comment j'ai commencé ça? C'est juste mon grand-père qui m'a appris à faire du vélo sans les roulettes. Et j'ai, comme ma mère le dit, j'ai tout le temps le cul dessus. Du coup, souvent, je faisais beaucoup de tours de vélo et dès qu'on a pu, on m'a inscrit dans un club de vélo, donc le club de Bourg-en-Bresse. Et après, j'ai découvert la piste en fait en regardant les Jeux Olympiques. Donc, il faut savoir qu'au vélo, il y a très peu de blacks. Ouais, on va dire ça, ouais, Ouais, il y a très peu de personnes colorées. ouais, d'accord. Et en fait, si tu veux, en regardant les Jeux, j'ai découvert un mec qui s'appelle Grégory Boger et qui était black. Et j'ai regardé ma mère, j'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc, c'est comme ça que j'ai pu découvrir en fait le cyclisme sur piste. Donc, c'est vrai que c'est très confidentiel. Donc, j'ai découvert ça sur les Jeux de Londres à la télé. Et aujourd'hui, j'ai de la chance de me dire que ce mec-là est devenu mon entraîneur. Donc, plutôt cool. C'est vrai que du coup, c'est vrai que c'est un très beau parcours hein, d'idole à entraîneur. Ouais, c'est un peu une story un peu sympa qu'on peut raconter dans plein de choses de motivation, comme quoi tout est possible. Bah, du coup, je suppose que enfin, l'épreuve reine finalement, c'est les Jeux Olympiques hein, pour ton sport. Est-ce que c'est le rêve olympique, c'est quelque chose qui t'anime au quotidien, c'est vraiment ton objectif principal ou il y a d'autres choses à côté qui font que ceci une côté peut-être plaisir ou juste vraiment se surpasser soi-même ou c'est vraiment le rêve olympique qui t'anime? Moi, pour moi, de plus en plus, ouais, c'est ce côté rêve olympique. Je me rends compte que, en fait, le cyclisme, c'est un sport qui est quand même dur, dans le sens où nous, on court pas beaucoup. Dans ma saison, je dois avoir 3 à 4 compétitions, donc c'est vraiment très peu. Donc ça veut dire qu'on est souvent dans des phases de développement. Et les phases de développement, comme dans tout sport, c'est les phases les plus compliquées, c'est là où on risque souvent de se blesser, c'est là où en fait on fait de l'usure. Et du coup, le fait de tout le temps être en sous-marin, bah ouais, c'est quand même dur. Mais justement, en fait, le fait d'avoir pu vivre du coup les Jeux Olympiques à Tokyo, bah, ça m'a permis en fait de découvrir ça et de me projeter aussi par rapport aux Jeux de Paris. Et là, c'est vrai que moi, ce qui m'anime, c'est quand même les Jeux, peu importe le sport, ça reste les Jeux Olympiques, ouais. Ouais, c'est vrai que comme on a souvent dit dans le podcast, les Jeux Olympiques c'est vraiment une épreuve. Enfin, c'est mieux que tout le reste, hein, c'est quelque chose d'au-dessus. Enfin, tant par Après, l'ambiance. ça dépend des sportifs, mais pour les sports, on va dire mineurs et amateurs, c'est vrai que les Jeux Olympiques, ça reste the truc. D'autant plus avec Paris 2024 qui est en France, à Paris. Donc non, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est... Enfin, je sais pas comment... je me répète, hein, mais Ouais, on voit bien la c'est chose. Hein, un vrai rêve, quoi. c'est sûr, hein, surtout comme tu le disais, que du fait que la discipline n'est pas forcément mise en avant en dehors du mois d'Olympiade hein, finalement, et du coup,
Du coup, ça permet de vous mettre à la lumière du jour, que les gens vous découvrent aussi, découvrent cette discipline, et je pense que c'est un vrai plus C'est pour vous. complètement ça, mais en fait aussi on se rend compte que bah, on a le Tour de France quand même dans le vélo qui est l'un des événements les plus regardés dans le monde, enfin l'un des événements sportifs les plus regardés, et que nous en fait on fait à peu près le même sport et qu'il n'y a pas eu en fait cette balance de téléspectateurs et même d'engouement médiatique autour de ça. Donc je pense qu'il y a encore un petit coche nous à travailler par rapport à ça aussi. Ouais, c'est peut-être aussi du fait que le cyclisme, c'est peut-être enfin c'est plus vieux, l'épreuve est là depuis des centaines d'années, et que le fait que peut-être tout ce qu'il y a autour du Tour de France, hein, quand je parle par exemple des cadeaux, des gens qui viennent sur la route Ouais, pour surtout que rencontrer les c'est très cyclistes. populaire Ouais, et que exactement. c'est très universel. Mais après, tu vois, je serais tenté de te dire, à Paris, il y a 40 ans, il y avait quand même 4 vélodromes au sein de Paris. Et si je te dis pas de bêtises, le vélodrome à Marseille, enfin on l'appelle le vélodrome parce qu'avant c'était un vélodrome. Donc il y a quand même une culture de la piste en France qui existe, mais elle n'est pas encore mise en avant, mais elle l'a eu été. Ça, c'est vrai que j'avais jamais pensé. C'est vrai que le vélodrome à Marseille, Ouais, il me c'est semble, à si la je dis base. pas de bêtises, c'était un vélodrome. Faudrait vérifier, mais c'est vrai que Ouais. bah, du coup, même par le nom, hein, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Et tu vois, le Parc des Princes, Ouais. avant, dans le Parc des Princes, il y avait un vélodrome aussi, autour du stade de foot. Donc comme quoi, oui, c'est vrai que Non, c'est fou, hein. c'était assez universel, hein. Ok. Comme tu le disais, je suppose que tu as quelques idoles, hein, qui t'animent au quotidien. Grégory Baugé, comme tu nous as dit juste avant. Est-ce que tu as d'autres personnes un peu qui t'inspirent, que ce soit dans le sport ou en dehors, et qui sont une source de motivation pour toi dans ta vie? Qui m'inspire beaucoup par la gestion de sa carrière, je parlerais bien de Teddy Riner, dans le sens où le judo n'est pas... Enfin, il est entre les deux, il est confidentiel sans l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu demandes à quelqu'un comment se déroule une compétition de judo, 90% vont te dire je sais pas. Mm. Tu vas dans la rue, tu demandes à quelqu'un tu connais Teddy Riner, 98% de chances qu'ils te disent oui, je connais Teddy. Et en fait, c'est cette image, cette construction d'image qui est assez forte et pour moi qui est inspirante en fait. Moi, c'est vrai que c'est un bel exemple, hein, quelque chose de tout bête, hein, il a sa statue au musée Grévin pour un Voilà. judoka. C'est vrai que c'est Toutes ces choses-là, c'est et des choses, ouais. le mec il incarne un truc et je trouve ça donne envie de se surpasser. Je pense aussi pas mal à Usain Bolt parce qu'on pense aux Jeux Olympiques, on pense 100 mètres athlée, finale 100 mètres athlée, qui a fait vivre ça, bah, Usain Bolt. Tu vois, donc je pense que c'est plus des marqueurs des, du sport en France et Mm. dans le monde qui en fait me font rêver. Ouais, ça, bien plus que marquer leur sport même, il marque Ouais. vraiment une Il société marque, même. Oui. ouais, une société complètement. Ouais, ça marche. Du coup, tu nous as dit que tu avais commencé le vélo assez jeune. J'ai vu que tu étais passé par du coup le club de Bourg-en-Bresse. Et après 3 ans en tant que licencié là-bas, tu es parti direction Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ce process? Qu'est-ce qui se passe là-bas à Saint-Quentin-en-Yvelines? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui fait que tu sois parti là-bas dans le 78? Alors en fait, moi j'ai toujours pris mes licences entre 2005 et 2018, donc toutes ces années-là j'étais à Bourg-en-Bresse en termes de licence on va dire. Et après je suis parti à Saint-Quentin-en-Yvelines dans un premier temps par rapport à la structure, parce que du coup on a ce qu'on appelle un pôle olympique, qui est en fait notre plus haute structure au sein du cyclisme sur piste. Avant on était à l'INSEP, mais du coup tout a été relocalisé sur Saint-Quentin parce qu'il y avait une volonté de la fédération de se... Comment expliquer ça, de pas de se mettre toute seule, mais ouais, de prendre son envol, on va dire. D'accord. Et du coup, on est obligé de passer par cette structure-là si on veut en fait progresser, participer aux Jeux Olympiques, performer en fait tout simplement. Et du coup, dans la même occasion, derrière, j'ai changé de club pour avoir un club du coup local là-bas. Parce qu'il faut savoir, nous, on n'a pas d'équipe professionnelle comme on peut voir sur le cyclisme sur route, comme Cofidis ou enfin, etc. Ouais. Nous, on n'a pas toutes ces équipes-là. Du coup, on forme, enfin, on est au sein des clubs en tant que statut amateur. Et après, il y a l'État, du coup, l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui nous permet de créer des emplois au sein de ces clubs et justement, en fait, de pouvoir en fait, subvenir à nos besoins, tout simplement. Ça marche. On en reparlera peut-être un peu plus tard de ton statut par rapport à d'autres sportifs, etc. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, ils connaissent sûrement pas le cyclisme sur piste, hein. Peut-être qu'ils imaginent un peu, ils voient la piste en bois tourner autour à des vitesses avec les casques. Quand même, c'est un équipement qui est assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes épreuves, que ce soit individuel, par équipe, les différents styles, les différents peut-être vélos, et toi du coup, enfin, quelle discipline tu pratiques et quel est ton rôle? Je sais que tu as un rôle assez particulier.
Alors on va commencer par le plus simple, le vélo. Le vélo n'est pas du tout le même qu'un vélo traditionnel, c'est-à-dire c'est un vélo avec une seule vitesse, pas de frein, et on peut pas arrêter de pédaler, c'est un pignon fixe. Donc déjà ça c'est une grosse particularité. La piste c'est un anneau de 250 mètres pour la plupart du temps, avec des virages inclinés à 45 degrés. Donc quand on est en bas de la piste, on peut pas monter à pied sur la piste. Donc déjà c'est ce qui fait une grosse spécificité de notre sport. Du coup, au sein du cyclisme sur piste, il y a deux types d'épreuves, les épreuves de sprint et les épreuves d'endurance. Ok. Pour faire une analogie, on dirait les épreuves de sprint, c'est le 100 mètres en athlée, et les épreuves d'endurance, c'est le 1500 et toutes ces choses-là. Ok. Donc, on va dire que les sprinteurs qui font de la route sont les endurants de la piste. Les sprinters qui font de la route sont les endurants de la piste. Ok. Ouais, tout ce qui est Brian Cocard, Mark D'accord. Cavendish, ces mecs-là qui font Tour de France, Ok. qui font les maillots verts et qui sont sprinters, souvent sont les endurants du cyclisme sur piste. D'accord, ok. Du coup, pour faire les différences entre les deux épreuves déjà, enfin les deux dominantes, du coup moi je fais du sprint. Au sein du sprint, il y a 3 épreuves olympiques, donc la vitesse par équipe, la vitesse individuelle et le keirin. Donc on va commencer par la vitesse par équipe, qui est pour nous en France notre plus grande majeure, on va dire. Je crois que depuis que la vitesse par équipe a été introduite aux Jeux Olympiques, en France, on a toujours eu une médaille. D'accord. Donc c'est une épreuve forte pour nous. Et même en termes de sélection, toutes les sélections passent par la vitesse par équipe. C'est-à-dire on peut être fort en individuel, mais si on est nul en par équipe, on peut pas accéder aux Jeux Olympiques. Ok, donc c'est vraiment le... Ouais, c'est vraiment la discipline. En gros, sans elles, celles qui découlent n'existent pas trop, quoi. Si elles existent, mais pour nous en France, notre stratégie olympique, c'est de passer d'abord par la vitesse par équipe et de faire des résultats sur la vitesse par équipe. Donc la vitesse par équipe, ça se déroule sur 3 tours. On est 3 bonhommes sur la piste, départ arrêté. Et en fait, on fait un relais. Quand on l'expliquait sans image, c'est vrai que c'est pas le plus simple. Donc en gros, on est 3 sur une même ligne. Ok. On part tous en même temps. Le premier fait un tour. Il passe son relais. Ok. Les deux font un deuxième tour. Le deuxième passe son relais. Et le troisième, il finit son tour. Et le chrono est pris sur le troisième. Ok, donc en fait, une fois que vous avez fait un tour, vous vous écartez Ouais. et vous revenez pas derrière Non, on l'autre. vient pas dans la... En gros, vous donnez tout sur un tour, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, un tour de piste, ça fait combien de mètres à peu près 250 mètres. 250. En termes d'effort, le premier tour, c'est aux alentours de 17 secondes. Le deuxième tour, aux alentours de 12 secondes. Et le troisième tour, aux alentours de 12 secondes. Donc ça fait un temps d'effort global pour le troisième homme, qui est d'environ 41 secondes, 42 secondes. Ok, donc c'est quand même un effort qui est quand même hyper limité dans le temps, mais ça doit être très, très soudain, du coup. Hein. C'est très dur. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je m'entraîne toute l'année, je fais 4 compètes par an. Et en fait, au final, moi, je fais un tour parce que ma spécialité même, c'est au sein de la vitesse par équipe, c'est le poste de démarreur. Donc le poste de démarreur, c'est 17 secondes d'effort, un tour. C'est tout. Putain, c'est vrai que c'est... Et je m'entraîne toute l'année pour faire 17 secondes 4 fois dans l'année, quoi. Donc c'est beaucoup de phases de développement, comme je te disais tout à l'heure. Et du coup, après, il y a la vitesse individuelle, qui est en fait, on va dire, l'épreuve reine, dans le sens où c'est la plus spectaculaire. C'est des matchs 1 contre 1 sur la piste, sur 3 tours. Et l'épreuve de keirin, qui est... en fait, ça vient du Japon, ça, déjà. Ok. Et en gros, c'est 6 ou 8 athlètes qui sont derrière une petite moto. D'accord. La moto fait 3 tours, les lance à 50, et après ils font 3 tours, et au bout du 3e tour, c'est le premier qui passe la ligne qui gagne, quoi. Ok, c'est vrai que c'est... Et Il y a tu différents vois, lancements, en fait. Hein, ouais. c'est- Et tu vois, celui-là, enfin ce sport-là, le keirin, c'est un sport national au Japon, où il y a comme une sorte de PMU, comme nous on peut avoir en France, où les gens ils parient sur justement les mecs pour faire comme les courses de chevaux. Et tu vois, pour faire intégrer les Japonais dans le circuit classique, on va dire mondial, c'est ultra compliqué parce que eux ils veulent rester dans le circuit national parce qu'il y a plus d'argent en fait, tout simplement. Les mecs ils viennent, ils sont millionnaires au Japon grâce à leur sport. Et du coup, ça t'a jamais intéressé, toi, de faire Si, c'est vrai, ça peut être intéressant. François Pervis, par exemple, a fait pas mal de saisons au Japon. Après, c'est vrai que maintenant, en fait, la concurrence elle est tellement rude sur le plan international qu'en fait, on s'entraîne tout le temps pour être plus fort sur justement la majeure qui est la vitesse par équipe. Ok. Donc, vu que c'est une vitesse par équipe, on peut pas se soustraire à ses coéquipiers. Donc, pour s'entraîner à l'autre bout du monde, dans une discipline qui est complètement différente, c'est vrai que c'est pas pareil.
Donc c'est pas le plus accessible aussi. Et est-ce que, une petite question, est-ce que tu as déjà pensé aussi à faire du cyclisme sur route, pardon? Est-ce que ça t'a déjà intéressé de faire une Ouais, transition? Parce que tu m'as parlé de Brian Cocard tout à l'heure. Lui a fait la transition, hein. Je l'ai déjà vu faire le Tour de France. Il a déjà Ouais, fait. mais justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les endurants de la piste qui sont les sprinters sur la route. Donc eux, ils font assez facilement Ouais, la passerelle, ouais. la passerelle. Tandis Ouais. que nous, sprinters, c'est comme si je te disais, un mec fait du 100 mètres en athlée, demande-lui de courir un marathon. Il le fera parce que c'est un sportif. Mais est-ce qu'il sera réellement performant sur un marathon? Peut-être pas. Parce que sa spécialité, c'est vraiment le 100 mètres, l'épreuve ultra courte. Donc c'est le même vélo. Enfin, c'est du vélo, mais c'est pas le même vélo. Tu vois. Ouais, comme quoi, il y a plusieurs disciplines et ça n'a rien à voir qu'on fasse de la piste, du route, du sprint, de l'endurance. C'est super intéressant. Pour revenir un peu au JO, etc., on a la chance que tu aies une expérience olympique, hein, c'est quand même rare. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de ton départ de la France? Alors, tu as participé aux JO en 2021, du coup, à Tokyo, hein, qui ont été repoussés à cause du Covid, hein, on le sait tous. Nous expliquer un peu comment ça s'est passé, de ton départ à l'arrivée au village olympique, pardon, l'ambiance générale un peu, ensuite le focus vraiment sur la compète, les restrictions qu'il y avait, forcément c'est que le Japon c'est un pays assez strict, surtout en période de Covid. Comment ça s'est passé? Alors déjà, on va parler peut-être de la sélection. Ouais, Je carrément. pense que, honnêtement, j'aurais pas pu faire les Jeux Olympiques en 2020. Pour moi, le Covid a été en fait une opportunité. Du coup, même de base, même les entraîneurs ne pensaient pas que j'allais arriver même en 2021 sur des épreuves internationales comme celle-ci. Pour la petite anecdote, c'est ma première compétition internationale chez les élites. Dans le sens, enfin, grande compétition internationale chez les élites. Donc ça veut dire que j'ai pas fait de championnat d'Europe, j'ai pas fait de championnat du monde. Tu commences direct par Et les j'ai jeux. commencé directement Direct dans le grand bain. dans le grand bain par les Jeux. Donc c'est pour ça que je te disais que l'expérience olympique, au final, maintenant, ça vaut tout et que je trouve ça fou. Donc ouais, du coup, il y a eu les périodes de sélection. Le Covid m'a permis d'avoir un an de plus et on m'a dit, t'as l'opportunité de peut-être pouvoir faire les Jeux, maintenant gagne ta sélection. Donc chose qui a été faite. Du coup, ouais, c'était période Covid, donc c'était pas le plus simple. Après, c'est vrai que le comité d'organisation, enfin, c'est ultra carré, c'est propre, c'est bien fait. Il n'y a pas de place à l'imprévu. Tu vois, le Japon, ils sont très carrés. Mm. Donc on part de Paris, on part pour je crois que c'était 9 heures de vol, on arrive directement là-bas. On fait les checks, tests PCR tous les jours, toutes ces choses-là. Ok. Un peu classique, on va dire. Ouais, classique. Après, on arrive sur le village annexe, parce que nous, on n'était pas en village principal, on était en village annexe. D'accord. Parce que du coup, vu qu'il y a la culture là-bas de la piste, à 2 heures, ils ont un centre historique par rapport au Kering là, que je te disais. Ouais, d'accord. Donc, les organisateurs, ils ont eu la volonté de faire tout là-bas. Donc, on était à 2 heures de Tokyo. Donc, au final, on s'est retrouvés entre cyclistes. Donc, c'était pas non plus ce que moi j'avais imaginé de base, mais c'est vrai qu'à la fin, j'avais pu quand même aller sur le village principal et c'est là qu'on se rend compte de ce que c'est réellement en fait. Donc, qu'est-ce que je pourrais en tirer en de grandes lignes Je pense c'était beaucoup de précision. Tu vois, ces semaines-là, même moi, quand j'y repense, je me dis c'était dur, dans le sens où on faisait gaffe à tout. Ouais, t'as pas le droit T'es dans d'erreur, un quoi, pays c'est- étranger, tu sais pas comment ça peut se passer si tu te fais prendre par un moustique ou un truc du genre, enfin, Ah, ouais, des ouais. choses comme ça, tu vois. C'est ça que. Ouais. Et toi, c'est la première fois que tu viens sur une grosse compète, t'as pas encore tes automatismes et tes marques. Donc, tu vois, c'est. Avec du recul, je pense que par rapport à ma perf, avec du recul, vu les niveaux de force que j'avais eu, parce que on a fait pas mal de tests et ces choses-là, et que là, je suis de retour de blessure, donc je fais des tests aussi, et qui sont pas aussi bons que avant les Jeux, mais je fais des chronos qui sont meilleurs. Et du coup, on est en train de se dire que sûrement pendant les Jeux Olympiques, il y avait aussi dans la tête où il y avait beaucoup de pression et que pour exprimer en fait son potentiel, c'est pas le plus simple. En plus, c'est une course d'un jour, tu peux pas te louper. Comme nous c'est 17 secondes. Le départ, il est donné par un starting block, donc il y a un décompte, donc il y a une histoire de temps de réaction. On n'a pas au faux départ, donc c'est vrai qu'il
il y avait pas mal de pression, c'était beaucoup millimétré. Expérience vraiment très positive par rapport à tout ça. Je pense que on a appris tellement de choses. J'ai appris tellement de choses sur moi, en fait. Je pense que c'est surtout ça. C'est le fait d'avoir appris comment je fonctionnais dans des périodes importantes, dans des périodes de stress. Et ça, je pense que j'en ai vraiment de la chance parce que c'est pas tous les jours qu'on peut justement arriver à des niveaux de stress si intenses et de se challenger autant, en fait. Donc je suis vraiment content, en fait, d'avoir vécu ça aussi par rapport à ça. Parce que je pense que c'est un bon outil aussi pour la suite. Ouais, carrément. Enfin, surtout, ça va permettre de te préparer pour les JO à Paris, là, comme tu Ouais, disais. voilà, tout ça. Ça te permet d'avoir une expérience et ça va peut-être être une petite pression supplémentaire d'être à la maison sûrement Ouais, toute ta totalement, famille. totalement. Ça rajoute un petit piment qui... qui Ça fait que peut être peut-être... à double tranchant. Je pense que Ouais. c'est le truc qui peut te faire voler, Ouais. qui peut te donner des ailes, littéralement, ou le truc qui peut te casser en deux. Et ça, faut vraiment bien le préparer. Ouais, tu m'étonnes. On n'a pas trop parlé de ton palmarès. Tu peux nous en parler un petit peu parce que quand même il y a quelques lignes à Du mentionner. coup, pour les plus grandes lignes chez les élites, donc la plus grande catégorie qu'on peut avoir chez nous, donc 7 médailles de bronze aux Jeux Olympiques, suivi d'une médaille d'argent sur les championnats du monde. Après, récemment, là, je reviens d'une Coupe des Nations, c'est ce qui est un équivalent Coupe du Monde, donc un circuit de 4 compétitions dans l'année, justement. Ok. Et du coup, qui rassemble les meilleurs mondiaux pour faire des compétitions, tout simplement. Donc là, je reviens de blessure avec une médaille de bronze, donc plutôt satisfait pour une reprise. Ça faisait 1 an que j'avais pas couru, suite à différentes blessures. Donc justement, j'ai pris pas mal de temps pour revenir, donc bien content. Voilà pour les grandes lignes. Après, il y a des petites lignes chez les juniors. J'étais champion du monde, champion d'Europe, des choses comme ça, mais ça reste dans les catégories jeunes. Ouais, c'est ça pas... reste banal, hein, c'est pas grand chose. Non, c'est incroyable, hein. Félicitations déjà. Médaille de bronze au JO, c'est pas tout le monde. Du coup, comme tu nous disais, t'as vécu une grave blessure. Ouais, j'ai eu plusieurs blessures cette année. Ouais. Donc j'ai eu une hernie discale pour commencer courant juin à peu près. Et après, 2 semaines avant les championnats du monde, qui étaient à la maison en plus, je me pète le croisé en tombant dans les escaliers, pour la petite anecdote, en allant chez le kiné. Ah oui, Donc ouais, c'était coup dur. Donc j'ai eu de la chance d'avoir un bon staff autour de moi, un bon staff médical, qui m'a bien accompagné. Du coup, j'ai fait 3 semaines au CERS au mois de novembre. Donc le CERS qui est l'une des plus grosses structures qui existent pour la rééducation en post-op. Donc moi je me suis pas fait opérer du croisé, Ok. du coup, parce que nous on est un sport porté, on est un sport dans l'axe, même à l'entraînement en muscu, je fais quelques appuis mais je fais pas non plus des pivots et des choses comme ça. Ok. Donc j'ai pu en fait revenir assez vite sur le vélo, qui en fait normalement je me suis pété c'était le 20 septembre si je te dis pas de bêtises. Tu vois, j'ai pu faire une compétition au mois de février là. Ouais, c'est vrai que c'est assez rapide C'est du coup assez pour des rapide, croisés. Ouais. pour des croisés. Si j'avais pas fait, si j'avais fait l'option opération, tu vois, je pense que là je serais encore dans ma rééduque. Ça aurait pas été aussi simple. Ouais, c'est vrai, quand on voit les footballeurs par exemple, on parle plus de 1 an hein, facilement. Ouais, c'est ça, c'est 1 an. Après, on peut reprendre assez plus tôt parce que déjà de base, en fait, on dit 1 an avant de revenir à leur niveau d'avant. Ok. Mais en fait, on peut revenir un chouille plus tôt, surtout en vélo, vu que si je m'étais fait opérer, la première chose qu'on fait quand on fait un croisé et qu'on se fait opérer, c'est souvent du vélo pour la rééducation. Donc ça allait en complément de déjà ce que je faisais. Après, c'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir des grosses cannes, entre guillemets, des grosses jambes, avec des quadris bien développés, un ischio bien développé. Donc c'est ce qui aujourd'hui, en fait, me permet de tenir et d'être stable et faire quelques pivots sans avoir trop de soucis. Dans tout ça, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu une rupture complète, mais j'ai quand même une cicatrisation, Assez bonne du coup. du ligament. Ah, c'est Ce cool, qui ça. est ultra rare, c'est de l'ordre de 7% si je te dis pas de bêtises. Ah ouais. Donc non, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans mon malheur. Donc voilà. Bon, c'est aussi de la chance, mais un peu du travail. Hein. C'est pas anodin si, si ton corps réagit bien, je pense. Est-ce que tu as des futures échéances, pardon, je vais y arriver, qui arrivent là, des objectifs à court terme? Ouais, En plus des objectif JO. à court terme, du coup, là, ce sont les championnats du monde qui ont lieu début août à Glasgow. Donc je pense que pour moi, ça va être une bonne reprise, parce que ça va être l'une des plus grosses compétitions avant les Jeux Olympiques, tout simplement. Ça me reste un très, très gros objectif pour l'équipe de France, même pour moi. Je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance et que surtout
qu'on prouve qu'on sait aller vite. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, là j'ai fait une année blanche, donc j'ai pas pu courir avec mes coéquipiers. Mes coéquipiers, du coup, n'ont pas fait spécialement de résultats parce qu'il n'y avait pas de confiance, c'était compliqué. Donc là, on a pu justement, sur cette Coupe des Nations, décrocher une médaille de bronze. Et ça nous a mis beaucoup en confiance de retrouver les automatismes d'avant. Donc vraiment bien content. Mais derrière, maintenant, on a des choses à prouver. On a fait bronze sur des Olympiques, argent sur des mondes. Maintenant, il nous manque une médaille à aller chercher, un maillot. Donc ce serait cool de concrétiser ça cette année, juste avant les Jeux Olympiques. Donc on verra comment ça se passe. La concurrence est vraiment très rude. Ouais. Mais bon, sinon, ça serait pas marrant. C'est clair. Il y a des pays un peu, des gros pays, enfin, il y a toujours la guéguerre avec certains pays. Ouais, grosse guerre avec les Néerlandais. Ouais, ok. Une grosse guerre avec les Néerlandais, les Anglais. Et là, en ce moment, c'est une domination australienne. D'accord. Tu vois, sur la finale des Jeux Olympiques, du coup, ça fait des espèces de poules. Du coup, nous, on était en petite finale pour la médaille de bronze, donc place 3-4. Et on était justement contre les Australiens, tu vois. Et ça fait quelques années où sur chaque finale, l'équipe de France se trouve face aux Australiens. Ouais. Et là, en fait, ils ont arrivé à faire un step-up, un truc de fou. L'année dernière, là, ils sont devenus champions du monde. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ces mecs-là. Ils ont prouvé qu'ils étaient quatrième sur les Jeux Olympiques de Tokyo et que maintenant, ils arrivent à imposer leur domination. Donc maintenant, c'est à nous de renverser cette tendance, en fait. Carrément. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et ramener la plus belle des médailles à Paris. Hop, je me permets de vous couper dans votre podcast. Désolé, bonjour à tous, c'est Lucas. Et je me permets de vous couper car je vais vous annoncer que cette première partie touche à sa fin. Et oui, déjà, j'espère que vous étiez très concentrés sur l'interview de Florian. Mais vous allez pouvoir le retrouver la semaine prochaine, mercredi prochain. La partie 2 sortira. Il va aborder plein d'autres thèmes, et notamment sur sa vie personnelle aussi, sur la rémunération de son sport. Donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Et je vous dis à mercredi prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, la vie est un sport, buvons-la sous tous ses angles.